Bonjour à toutes et à tous. Quel plaisir de se retrouver aujourd'hui pour la quatrième journée donc des rencontres européennes et la première en numérique. Donc j'ai le plaisir d'ouvrir ces ateliers en numérique. Je ne sais pas si tout le monde a vu, mais cette année on a apporté un petit peu de nouveauté sur la présentation des ateliers. On les a fait un peu évoluer, un petit peu plus de sujets. Il y a des formats un peu plus participatifs. Et cette année, on a plus de 700 personnes qui sont inscrites sur nos ateliers, donc c'est plutôt bien dans la continuité des 2 jours que nous venons d'effectuer à Toulouse, qui étaient hyper enrichissants. Donc, je me réjouis de vous voir nombreux. Juste pour vous préciser que les sessions seront enregistrées et elles seront disponibles après sur notre chaîne YouTube. Je vous le précise, on l'avait dit, mais voilà, que les choses soient très claires. Nous avons le plaisir d'avoir notre partenaire France Ville Durable qui va présenter donc son atelier transformation écologique tous à bord. Laisse la parole à Christophe. On va faire en plus un compte-rendu et évidemment, pourra le diffuser à ceux qui le souhaitent. Bon atelier. Merci. Merci infiniment, Frédéric, et à toute ton équipe pour cet accueil chaleureux. Je suis Christophe Léquin de l'association France, Ville et Territoires Durables. On est très heureux de ce partenariat qui a beaucoup de sens pour nous. Je vais y venir. Un mot pour dire que l'association France, Ville Durable, France, Ville et Territoires Durables travaille pour l'intérêt général et rassemble les parties prenantes publiques et privées de la transformation écologique et de la montée en résilience des territoires. C'est notre spécificité, 4 collèges de membres fortement investis, l'État, avec des ministères et ses opérateurs, des entreprises de toute taille et de tout secteur d'activité, des experts des différentes disciplines de la transformation écologique, et puis des collectivités territoriales. Notre mission au quotidien, c'est d'embarquer les parties prenantes, et notamment les parties prenantes locales, en diffusant les outils, les méthodes, les réalisations susceptibles d'inspirer les décideuses, les décideurs publics et privés, et de travailler sur le nécessaire nouveau récit qui doit embarquer tout le monde. Et c'est là, en fait, tout l'intérêt de ce partenariat, c'est que on constate au quotidien combien les questions écologiques, les questions de transformation écologique et démocratique, de transformation démocratique, sont intimement liées. Elles font aussi l'objet de discussions, d'âpres discussions, parfois même de controverses, toujours actives sur la bonne méthode, comment faire pour embarquer tout le monde, l'ensemble des parties prenantes. J'ajoute une observation sur l'état de la discussion. On parle aujourd'hui, si l'écologie est nécessaire, si la démocratie est nécessaire, on parle néanmoins de crise écologique. On est en crise écologique, une crise qui ne va pas s'arrêter de suite, qui est durable et qui va s'intensifier. Le GIEC parle de survie de l'humanité, c'est notre objectif. On considère en tout cas que euh, on vise la transformation des politiques locales pour assurer l'habitabilité du territoire, des territoires. C'est quand même pas un petit sujet. On parle également de crise démocratique, de crise de la représentation, par exemple, de la démocratie représentative. Je pense que cette semaine nous donne quelques éléments pour nourrir notre discussion. Donc, de crise de la représentation, de la démocratie représentative, mais aussi participative. Elle est parfois bousculée, questionnée, interrogée. Je pense que vos travaux à Toulouse cette semaine ont dû en être beaucoup l'objet. En tout cas, ces 2 crises sont intimement liées, elles sont imbriquées, si bien que l'écologie apparaît elle-même comme une forme de contestation du modèle en général, du modèle économique, du modèle d'aménagement, du modèle démocratique, et elle appelle à une redéfinition de nos pratiques. C'est un peu l'exercice auquel modestement, on vous convie aujourd'hui à travers ce webinaire qu'on a essayé de rendre, qu'on va essayer de rendre extrêmement participatif, le plus participatif. On va y venir dans un instant avec 3 grandes séquences qui vont toutes démarrer par votre interpellation, par votre expression, chers participants. On a 4 débatteurs, 4 experts. Merci à eux de s'être rendus disponibles ce matin. Je les présente très succinctement. On a la chance d'avoir Alexandre Monin. Alexandre est enseignant-chercheur aux multiples engagements. Il est directeur du master stratégie et design pour l'Anthropocène, et nous nous inspirons à France Ville et Territoires Durables beaucoup de ses travaux sur la bifurcation écologique et sur le nécessaire renoncement à un certain nombre de nos modèles les plus ancrés. Judith Ferrando, cofondatrice
est directrice de mission publique, le cabinet, une grande praticienne reconnue de la participation citoyenne dans les territoires. Je rappelle, Judith, que tu as animé la Convention citoyenne pour le climat. On a également Clément Girard qui va nous rejoindre d'une seconde à l'autre. Clément est directeur de la participation citoyenne de la ville et de l'Eurométropole de Strasbourg. Il est en présentation devant sa direction générale, mais il va s'extraire pour pouvoir nous rejoindre dans une seconde. Il est là. Salut à toi, Clément. Et enfin, Sébastien Maire, qui est non seulement le délégué général de notre association France Ville et Territoires Durables, mais pour rappel, il a été aussi l'initiateur et la cheville ouvrière de la première stratégie de résilience de la ville de Paris et également de ce projet aujourd'hui assez connu, qui a beaucoup de notoriété, celui des cours Oasis qui ont essaimé un petit peu partout. Voilà pour l'essentiel. Euh, J'espère n'avoir rien oublié. Sinon, pour dire que les séquences vont être extrêmement dynamiques. On va donc donner la parole d'abord aux intervenants, vous allez voir, aux participants, vous allez voir comment. Et ensuite, nos quatre experts interviendront 3 minutes chacune et chacun avant un tour de relance et de rebond. Je suis accompagné d'Alice, qui va être ma complice pour assurer le déroulé de cette rencontre. Bien là, est-ce qu'on est prêt? On est prêt. Allez, donc c'est parti, si vous êtes OK. Première question, mesdames, messieurs. On vous propose de voter, oui, c'est le thème de la semaine, de voter au cas où vous auriez oublié ce geste, euh, et de répondre à cette question, si vous le voulez bien. Quelles sont, selon vous, les clés ou quelle est la clé pour accélérer la transformation écologique des territoires? Vous votez, vous avez le droit à plusieurs choix. Vous pouvez aussi bousculer notre question et proposer autre chose. On s'est gardé d'ajouter la tyrannie et la désobéissance civile, mais enfin là, vous avez quand même le consensus, la radicalité, l'information, la formation, la participation et quoi d'autre? La majorité, je crois. Bon, voilà. Vous avez donc des possibilités, des clés qui, selon vous, pourraient nous aider à changer la donne si l'on considère que la transformation écologique est un horizon non seulement souhaitable, mais absolument nécessaire. Voilà, on va se donner quelques secondes. Alice, n'hésite pas à me dire, Ouais, on a à peu près la moitié des participants qui ont répondu, donc on vous laisse encore voilà. 30 secondes, une minute. Si vous pensez que la clé est ailleurs, n'hésitez pas à cocher autre en bas. Et puis, on vous demandera de préciser votre point de vue le cas échéant. Ok, on a plus des trois quarts des participants qui ont répondu. Je pense qu'on va pouvoir y aller, mettre fin au Allez, sondage. encore 5 secondes. Voilà. Est-ce qu'Alice, il se dégage une proposition? Oui, normalement, Des propositions, ça va visiblement. s'afficher. Je vous partage les résultats. Voilà. Alors, je crois que c'est très clair. L'information, la formation, la participation, et je ne sais pas ce qu'il y a en dessous, je ne vois pas en dessous. Est-ce qu'on a d'autres items qui ont reçu beaucoup de votes? La concertation qui arrive quand même après les trois que tu viens de citer, mais qui reçoit quand même un certain nombre de votes. Ok, bon, pas de grande surprise. On note quand même que la radicalité n'est pas privilégiée, le consensus non plus. Voilà, Et la majorité non plus. la majorité non plus. Voilà, ça c'est intéressant. Donc l'information, la formation, la participation, ça tombe bien, c'est quand même un peu notre sujet aujourd'hui. Alors, sur la base de ce petit sondage, hein, ambiance dans la salle, je me tourne vers nos quatre intervenants. Je rappelle, c'est 3 minutes chacune et chacun pour débuter. J'ai la montre, je vais faire la police du temps. Euh, peut-être peut-être un premier mot. J'ai envie de me tourner vers Clément Girard quand même. Clément, tu es en prise directe à Strasbourg avec, avec cette question de comment on embarque les gens, comment on embarque les parties prenantes. Clément, est-ce que tu es bien là?
Je suis bien là. Est-ce Bonjour que à tu toutes veux et bien nous tous. faire part de ta réaction sur ce sondage, hein, qui, je ne sais pas si on peut tirer des enseignements de ce sondage, mais en tout cas, la parole est à toi, Clément, sur une Ok. réaction. Merci beaucoup. Alors d'abord, je trouve qu'il y a un élément très positif, c'est qu'en tout cas, celles et ceux qui sont rassemblés ici souhaitent associer d'une façon ou d'une autre l'ensemble des parties prenantes aux décisions à prendre. Après, c'est vrai que moi, personnellement, ce que je vis aujourd'hui, c'est des élus, des exécutifs qui sont... Ton micro est coupé. Et Voilà, je réactive le micro. super. Je vois des exécutifs qui sont tiraillés entre l'urgence écologique et la nécessité de mettre en œuvre très rapidement des réformes qui sont justement parfois radicales, et d'autres qui sont dans le souci d'associer toutes les parties prenantes et la population. Et généralement, je note que les demi-décisions, ça génère du bordel au carré, et qu'en fait, on est dans un entre-deux qui n'est jamais souhaitable. Et c'est vrai que, bon, j'ai répondu autre parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, il y a un mode de prise de décision dont on devrait s'inspirer, c'est la prise de décision au consentement. Et en fait, cette mode de prise de décision, elle intègre le fait qu'on n'est tous pas d'accord. D'abord, on n'est pas d'accord. Et plutôt que de chercher à créer des consensus qui sont souvent la réalisation d'une domination tacite sur un groupe ou sur un autre, dans la décision finale qui sera prise, le consentement cherche uniquement à identifier ce sur quoi chacune des parties prenantes est prête à aller dans la soutenabilité de la proposition. Et d'une certaine manière, c'est un modèle de prise de décision qui tient compte et qui considère les enjeux portés par l'ensemble des parties prenantes. Mais c'est vrai que quand à Strasbourg, on met en place le stationnement payant pour 48 000 habitants, bah, la première réaction des principaux concernés, c'est d'abord la colère, l'incompréhension. Et finalement, il y a une négociation qui va se mettre en place. Mais comme on n'a pas pris acte du mode de prise de décision nouveau ou de la façon dont on va considérer et tout simplement rendre un peu de dignité aux difficultés que chacune des parties prenantes va rencontrer cette décision qui reste nécessaire, et bien finalement, ça va être très difficile d'être ensemble, de faire société, et c'est plutôt une polarisation du débat public à laquelle on va assister. Donc voilà pour mes premiers éléments de réponse sur cette partie-là, et je pourrais développer par la suite. Très bien, merci beaucoup Clément. J'ai envie de passer du coup pour réagir la parole à Judith, qui est aussi Judith sur le terrain, qui conduit des concertations, qui les pense, qui les organise, qui les anime. Judith, est-ce que tu es là? Cette notion de consentement, de polarisation, est-ce que ça t'évoque quelque chose? Mais d'abord, ta réaction par rapport au sondage. Euh, Ma réaction par rapport au sondage, c'est que c'est quand même intéressant de voir que la majorité et le consensus sont rejetés. Mais je pense que c'est aussi très lié ça à ce qu'on est en train de vivre en ce moment, parce qu'on se dit que la loi de la majorité parfois peut nous amener à un sacré backlash écologique. C'est quand même ce qu'on risque fortement d'avoir la semaine prochaine. Donc, je suis un peu en fait dans l'ambivalence parce que vous m'auriez posé la même question il y a quelques mois. Je vous aurais dit la radicalité, l'information et l'information, mais pour aller vers la radicalité, aujourd'hui, je trouve qu'il faut trouver les voies pour que on soit à la hauteur de l'urgence écologique sans pour autant polariser encore plus la société qui est déjà ultra polarisée. Et donc, là où je trouve ça intéressant, c'est que sur l'information et l'information, il y a quelque chose qui se joue, c'est de faire des diagnostics ensemble de la situation. C'est-à-dire que l'information, elle existe. Aujourd'hui, euh, la- 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 les experts sont tous d'accord sur l'état de notre planète qui met en péril la survie de l'humanité, mais du vivant en général, et vraiment l'habitabilité. Et donc aujourd'hui, il y a un relatif consensus scientifique qui est déjà très peu partagé finalement d'une manière accessible à tous et à toutes. Et je salue le travail que font plein d'assauts là-dessus. Je pense notamment à Banlieue Climat, qui fait un travail vraiment d'amener aux gens les plus concernés cette information-là. Et je trouve qu'on devrait faire la même chose pour les élus, parce qu'ils auraient bien besoin de s'approprier cette information pour les parties prenantes. Et en fait, le fait de faire un diagnostic partagé, c'est aussi d'entendre face aux informations scientifiques quels sont en fait les cadenas, les verrous dans la société des parties prenantes. Aujourd'hui, on a un système socio-économique qui empêche une partie des parties prenantes de faire le virage de la transition écologique. Je pense notamment à l'agriculture. Et donc, à un moment donné, si on n'arrive pas à regarder quels sont les intérêts en présence et quels sont les rapports de force et qu'on n'arrive pas à trouver des manières
de trouver des nouveaux, non pas consensus, mais un nouveau, finalement, compromis social sur comment on doit absolument avancer et comment on embarque les agriculteurs et on les aide à faire, par exemple, cette phase de transition entre l'agriculture aujourd'hui, on sait qu'elle est délétère pour la planète, l'agriculture productiviste, par exemple, et, euh, et une agriculture plus soutenable. Si on ne travaille pas sur ce mécanisme, sur les mécanismes pour aider à la conversion, on ne va pas y arriver. Et on voit aujourd'hui, quand on voit par exemple que plein de, désolé de rester 2 secondes sur le bio, mais plein d'agriculteurs repassent du bio au conventionnel, on voit qu'on n'a pas réussi à accompagner ce passage-là. Donc, je trouve que mettre en place un diagnostic partagé très réaliste de là où on en est et de ce qu'il faut mettre en place pour cette redirection écologique dont parlera beaucoup mieux Alexandre que moi, ça me paraît être une clé. Et effectivement, je suis d'accord avec ce que dit Clément. Les demi-décisions, c'est ce qu'il y a de pire et de plus délétère et c'est vraiment ce qu'on fait depuis 15 ans. Voilà. Désolé, j'ai mis mon chronomètre. Tout J'arrête. va bien. On est parfait. On est vraiment dans les temps. Merci à toi, Judith. Du coup, belle transition et tu passes la main à Alexandre pour un premier tour de piste. Alexandre, Judith évoquait à l'instant donc cette diagnostic comme ce diagnostic comme base de départ, de discussion pour tendre vers un consensus, un compromis, une rencontre des différents intérêts. Euh, Qu'en est-il de ton côté? Tu as un large champ d'observation par tes travaux. Est-ce que tu peux nous partager ton sentiment, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors moi, j'ajouterais un autre terme, pardon, il y a un peu de bruit, un autre terme en sion, puisque participation, il y en avait beaucoup. Moi, ce serait situation au pluriel, et je rejoins effectivement des éléments, tu as parlé Clément, tu as parlé Judith, notamment comprendre les situations dans lesquelles se retrouvent ou vont se retrouver des personnes qui finalement vont subir des arbitrages qui sont des arbitrages qui vont devoir être pris, notamment dans la perspective de la transition ou redirection écologique, pour éviter effectivement que des mesures ne soient contre-productives, pour éviter que des mesures ne suscitent de la réactance, pour éviter aussi que des mesures finalement n'aillent pas au bout, soit des demi-mesures finalement ne tiennent pas leurs promesses. Donc c'est comprendre véritablement les situations dans lesquelles les personnes vont être positionnées après que ces mesures ont été prises. Je pense que c'est un élément vraiment important pour aussi arriver à anticiper des réactions à venir, arriver aussi à peut-être éviter de tomber dans une confrontation trop frontale qui naîtrait justement du fait de minorer ou d'ignorer finalement quelles sont les situations dans lesquelles les personnes sont présentes. Parce que si on prend des arbitrages, c'est vrai que du point de vue de la redirection écologique, l'idée c'est que pour agir en profondeur, il va falloir procéder à un certain nombre d'arbitrages, de décisions fortes et profondes. Mais si on n'a pas une idée des situations dans lesquelles les personnes sont présentes dès le départ, forcément, les arbitrages qu'on va proposer vont être d'une certaine manière injustes parce que vont créer finalement des situations encore plus difficiles, vont les dégrader, voire des situations parfois impossibles parce que les gens vont se retrouver aussi face à des contradictions un petit peu insolubles, en tout cas insolubles depuis là où il ou elle se trouve. Donc vraiment, cette attention aux situations, pour moi, c'est vraiment l'élément premier pour éviter que le débat ne se déporte sur des questions idéologiques, sur des questions vraiment encore plus conflictuel, parce que je rejoins ce qui a été dit, de la conflictualité, il y en a vraiment beaucoup. Il y a eu d'ailleurs ces dernières années pas mal de théorisations qui ont mis la conflictualité en avant. Je pense qu'on voit aujourd'hui un petit peu les limites aussi de ces théorisations et de ces pratiques-là, et que donc il y a un enjeu aussi à soigner les situations justement pour agir et à comprendre tout simplement où on met les pieds de manière, voilà, pour le dire de façon assez triviale, mais en même temps très, très concrète. Et je pense que voilà, c'est ça l'élément premier, en tout cas pour moi. Merci bien, Alexandre. La parole est à Sébastien Maire. Sébastien, tout cela fait écho à nombre de nos travaux sur l'objectivation des enjeux avant tout arbitrage. Alors en effet, et je pense que ce qui crée en grande partie les conflictualités dont a parlé Alexandre, c'est qu'on n'arrive plus à avoir collectivement une vision commune de la réalité et que chacun a sa réalité. Chaque corps, chaque catégorie, alors c'est largement alimenté par les réseaux sociaux, les chaînes d'infos, etc., etc., mais il y a encore 20 ans,
Peut-être que ça n'était pas la réalité, mais il y avait une réalité commune qui servait de débat public. Euh, on ne remettait pas en cause les faits, on débattait de quelque chose qui était commun. Aujourd'hui, et on le voit largement dans nos démarches terrain auprès des élus, des collectivités, en particulier en zone rurale, hein, j'insiste, euh, à partir du moment où on n'est plus d'accord sur le constat, c'est très difficile de créer du consensus, du projet commun, du collectif, etc. Puisque de toute façon, si on résume, 90% de la population regarde le sol, pendant que les 10% regardent la météorite dans le ciel, et ça ne crée rien, en fait. On n'arrive pas à reconnecter. C'est-à-dire qu'on a beau avoir les meilleures solutions du monde, les meilleurs exemples positifs qui montrent que c'est possible, etc., etc., on tombe très souvent, en particulier chez une certaine génération de décideuses et de décideurs, sur des gens qui refusent de voir la réalité telle qu'elle est aujourd'hui parce qu'elle remet en cause tout ce qu'ils ont fait pendant leur vie. Elle remet en cause les convictions qu'ils et elles ont défendues pendant 40 ans. Les lois nationales comme le ZAN, la stratégie nationale biodiversité, le plan eau, c'est une tentative de l'État de récupérer, de réparer ce que les maires et les élus locaux ont fait avec la décentralisation dans tous les sens, avec cette idéologie du développement. Hein, moi, je parle vraiment de mythologie, d'idéologie du développement infini, qui n'est basée sur absolument aucune réalité scientifique. Et pour illustrer ce problème de consensus, de base de discussion du consensus, aujourd'hui, on considère que l'écologie, qui est basée sur la science, relève de l'idéologie. C'est ce qu'on entend aujourd'hui dans le débat public, etc., alors que c'est basé sur un consensus scientifique. Et le développement infini basé sur l'utilisation de ressources en quantité limitée, qui relève de la pure mythologie, qui est une insulte à la physique, à la science, est considéré comme le mainstream. Donc, moi j'insiste sur le fait que la phase amont, donc c'est pour ça que formation, sensibilisation, information, me semble absolument le préalable avant toute démarche d'embarquement. Parce qu'on ne peut pas embarquer des gens, c'est difficile d'embarquer des parties prenantes si on n'est pas d'accord sur le constat de la situation. Donc on travaille beaucoup sur ça, et je termine parce que je n'ai pas chronométré, moi, donc je ne sais pas où j'en suis. On est bien. Combien? On est bien. On est bien. Conclu, conclu. Du Parfait. coup, on a des travaux sur le diagnostic. N'hésitez pas à nous contacter à ce sujet-là parce qu'avec un grand nombre d'autres organisations nationales, on réfléchit, on veut proposer un canevas pour des diagnostics territoriaux de début de mandat 2026 sur le bloc communal qui soit réalisé en 2025 avec les bonnes lunettes pour que les nouveaux élus de 2026 puissent démarrer tout de suite avec une sorte de vision commune qui permette d'embarquer les parties prenantes. Mais je termine pour aller là aussi dans le sens de ce qu'a dit Judith. Autre, euh, autres travaux qui sont très importants aujourd'hui au sein de notre association, la révolution culturelle qui est nécessaire. Parce que même ce diagnostic va être difficile à accepter tant qu'on ne fait pas, qu'on ne l'accompagne pas d'une révolution culturelle sur le vivant, la place du vivant, la place d'Homo sapiens dans la chaîne du vivant, des remises en cause philosophiques assez importantes. Et donc, on travaille beaucoup aussi sur les leviers de la révolution culturelle qui permettent l'acceptation de ce diagnostic qui est assez difficile à intégrer puisqu'il remet en cause une grande partie de nos certitudes et de choses que le monde occidental jugeait positives. Merci Sébastien. Un rebond de quelques secondes pour nos quatre intervenants. Sébastien là, parlait de reconnexion à un commun compris, partagé, un constat partagé. Est-ce que ça, au-delà du fait de former les gens, on essaye, hein, c'est quoi la clé de cette reconnexion à une information acceptée commune, selon vous? Allez-y, Judith, si tu veux, vas-y. La clé, c'est vraiment, quand je parlais de diagnostic partagé, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord au début en rentrant dans la salle, mais ça veut dire que chacun a l'occasion d'exprimer son point de vue et d'entendre celui des autres. Et là, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que les méthodologies de la délibération citoyenne, c'est-à-dire de cette capacité d'écoute, d'apprentissage collectif, tout ça, moi je parle plutôt d'apprentissage collectif que de formation qui donne peut-être l'impression que ça pourrait être un peu descendant et qu'il y aurait ceux qui savent, qui amènent la bonne parole et les autres. Par contre, cet apprentissage collectif, effectivement, cette intelligence des situations locales pour essayer de comprendre ce qui se joue, quelles sont les marges de manœuvre de chacun, en fait, ces méthodologies-là, elles existent.
elles ont été très développées depuis une trentaine d'années en France. La question, c'est comment on les arrime à la bonne décision. Donc, en fait, effectivement, être d'accord sur le cadre de départ, accepter qu'il y a des sacrés choix qui vont devoir être faits. Donc déjà, avoir une question à l'origine qui soit à la hauteur des enjeux. Et parfois, y compris les élus peuvent avoir un peu peur de poser la question telle qu'elle se pose aujourd'hui. Donc quand on parle vous voyez bien les atermoiements sur zéro artificialisation nette, on voit bien que c'est compliqué d'accepter la situation telle qu'elle est parce que nous obliger à vraiment trouver des mécanismes pour accompagner les acteurs dans cette transition. Et je parle là des acteurs individuels, des citoyens, mais surtout des acteurs économiques. Aujourd'hui, on a des filières entières qui vont être bouleversées. Et l'idée, c'est pas de dire qu'il y a des méchants ou des bons, ceux qui pensent bien et ceux qui pensent pas bien. C'est au contraire comment on trouve ensemble des solutions pour aller vers ce que tu évoques, Sébastien, c'est-à-dire finalement presque un nouveau contrat social, hein. Je reprends le terme que l'IDRI développe. Ils ont un projet de recherche très intéressant sur ce sujet. Comment, face à un monde dont les ressources ne sont plus infinies et dans lequel on sort d'une idéologie de l'abondance, on arrive à trouver un nouveau contrat social où où il y a finalement un compromis collectif sur comment on peut continuer à bien vivre sans être dans une économie de prédation des ressources qui met vraiment en péril l'humanité. Et donc, cette question-là, elle doit se construire. Et il y a vraiment je sais que on y viendra plus tard sur la question des méthodes, hein, je ne veux pas parler de méthodes, parce que l'enjeu, c'est avant tout le projet de société, être capable de se dire que c'est ça qui est important. Et je reviens sur la question des demi-mesures et la participation. Donc moi, je suis praticienne de la concertation et de la délibération citoyenne, et on voit qu'il y a de plus en plus de processus participatifs. Peut-être qu'il y en a trop. C'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être que si les élus se disent, mais finalement, le gros enjeu, ce qui est devant nous et ce qu'on ne sait pas faire, ce qu'on est impuissant à résoudre seul parce qu'on n'a pas les clés, et c'est bien normal, les clés elles sont aussi avec les acteurs économiques, elles sont aussi avec les acteurs associatifs, elles sont aussi avec les acteurs de la recherche et de la formation. Donc mettons-nous autour de la table et disons-nous qu'il y a quelques enjeux, et c'est cela, et c'est ces grands enjeux-là qu'on met en discussion dans un temps suffisamment long. Et donc je pense qu'il faut articuler l'urgence et se donner le temps, mais surtout en concentrant les moyens, c'est-à-dire en se disant, il y a finalement, s'il y a une grande délibération à avoir aujourd'hui, c'est sur comment on va continuer à vivre, c'est quoi la place de l'économie de demain, c'est quoi qui va permettre de bien vivre, c'est quoi la prospérité, si c'est pas simplement l'accumulation économique, pour donner l'impression, parce que j'entends ce que tu dis, Sébastien, sur où est l'idéologie, où est la science, mais en fait, dans la manière dont parfois on s'adresse à nos concitoyens sur l'écologie, on peut donner l'impression que c'est l'idéologie là où c'est un consensus scientifique. Donc je trouve qu'il faut vraiment soigner, prendre soin de manière empathique d'embarquer tout le monde, ce qui n'est pas toujours le cas. Et ce qui est compliqué parce qu'on n'a pas le temps. Donc on est dans cet effet ciseau. Ok, Judith, je signale que François dans le chat souligne que par le passé, on a eu, Sébastien, aussi des contradictions, des débats, enfin, il n'y avait pas forcément un accord sur tout. Merci François pour ta remarque. Clément, est-ce qu'il y a trop d'outils participatifs aujourd'hui finalement? Est-ce qu'on peut revenir à quelque chose de plus central, de plus essentiel, de plus perceptible, de plus appréhensible? Ah bah clairement, ça c'est un débat qui alimente beaucoup notre secteur et je confirme que d'ailleurs c'est le cœur du projet de la direction que je porte au sein de la ville et de l'Eurométropole de Strasbourg. D'un côté, on doit mettre en place des instances et des dispositifs de démocratie locale qui, pour certains, touchent du doigt les enjeux ultra complexes dont on est en train de discuter. Mais de l'autre, pour moi, le fait que cette direction a aussi tout son sens, c'est que je suis d'abord là à développer une direction ressources au service de l'ensemble des 7000 agents de notre collectivité pour qu'ils et elles portent la démocratisation de leur propre politique publique, pour qu'ils comprennent comment justement on va informer les gens, comment est-ce qu'on va poser les controverses. Moi, j'ai été élève de Bruno Latour et c'est vrai que je suis complètement dans le prolongement de ce que dit Judith sur le fait que chacune et chacun, chaque partie prenante doit aussi reposer ce à quoi elle est confrontée pour que, à la fin, ce constat soit enfin partagé, qu'on ait fait cette cartographie des controverses pour commencer à initier le débat et à avancer. Et donc, c'est vrai que moi, au quotidien, j'ai la chance d'avoir vécu des expériences, des expérimentations démocratiques qui sont parfois renversantes en mettant en œuvre un certain nombre de dispositifs de démocratie locale. Et puis, à plein d'autres moments, on se dit, ah bah tiens, finalement, la ZFE, est-ce qu'il fallait porter le sujet des aides à la mise en place de la ZFE auprès du public, ou est-ce qu'il ne fallait pas aborder un autre débat, puisque c'était celui qui était finalement attendu par les parties prenantes? Est-ce que c'est la ZFE qu'il faut mettre en place
en elle-même. Et c'est vrai que comme on n'arrive jamais à mettre le sujet le plus sensible ou à faire la transparence des controverses et des intérêts particuliers de chacun des groupes, et que c'est ça le principal nœud du problème, bah, finalement, on ne passe pas encore cette étape, pour l'instant en tout cas. Merci Clément. Alexandre, ce sensible, comment on le fait apparaître, ce sensible, justement, d'après toi? Je pense qu'il y a deux points sur lesquels je souhaitais rebondir. Premier point, effectivement, était question dans le chat sur cette pluralité d'idéologies, on pourrait dire de récits. Il y a eu beaucoup de travaux ces dernières années, en lignée de Donna Haraway ou d'autres, qui ont été repris, nous appelant à fabriquer récit. La difficulté, c'est effectivement dans le monde algorithmique qui est le nôtre, le monde aussi des réseaux sociaux, des bulles d'information. Il y a une discussion là-dessus dans le chat en ce moment même. Bah, finalement, la multiplication des récits, elle peut aussi aboutir à une fragmentation, en fait. Et donc, au lieu de produire un nouveau commun qui serait ce nouveau récit, bah, finalement, ce sont un peu des plaques tectoniques qui divergent les unes des autres et qui nous emmènent, qui nous éloignent de ce commun qui devient de plus en plus difficile à reconstituer, surtout quand évidemment ces plateformes elles-mêmes ont leur propre intérêt, peut être aussi l'objet d'interventions, etc., etc. Donc, ce sont aussi des récits très, très orientés. J'y reviendrai un peu plus tard parce qu'il y a une proposition que je veux faire en contraste avec la notion de récit, mais il y a déjà ce point-là qui n'aide pas forcément à construire du commun. Et puis le deuxième point, effectivement, sur le sensible, qui rejoint aussi des remarques précédentes sur les controverses, etc., etc. Il était question d'agents tout à l'heure, qui allaient être les porteurs, porteuses de cette démocratisation. Voilà, il y a des travaux qui ont été menés, qui sont menés en cours, par exemple sur la transformation des métiers de la fonction publique au regard de ces transitions ou redirections à venir. Et par exemple, nous, on a travaillé sur les jardiniers à la ville de Grenoble. Bah, est-ce qu'on leur dit ce qu'il faut faire ou ne plus faire, notamment arrêter de planter des fleurs, arrêter d'exercer leur métier comme ils l'ont exercé pendant 10, 15, 20 ou 30 ans. Par exemple, bah, finalement, ça n'a plus aucun sens, il faut faire complètement autre chose. Ou alors, on en fait des acteurs. Si on n'en fait pas des acteurs et qu'on ne les implique pas dans cette transformation avec tout ce que ça peut induire, bah, finalement, on va les mettre dans une situation quand même très, très difficile. On va leur dire, bah, arrêtez de faire ceci avec un public qui a encore la vision du métier d'avant et qui leur dit, mais en fait, renaturer, c'est vous foutez rien, quoi. Où passent nos impôts? Donc, eux, ils vont être pris entre le marteau et l'enclume, Ouais. avec un ensemble de conflits qui peuvent venir se greffer là-dessus. Donc, il y a vraiment une importance très, très grande à effectivement impliquer ces acteurs-là qui ont aussi des choses à dire sur les réponses qu'on peut apporter. Ce n'est pas uniquement des gens à qui il faut faire transformer leurs pratiques, c'est aussi des gens qui peuvent dire de quelle manière leurs pratiques peuvent se transformer à l'aune justement de nouveaux objectifs. Très bien, merci Alexandre. Merci à vous quatre pour ce premier temps. Alors évidemment, c'est forcément un peu frustrant parce qu'on pourrait tout à fait se contenter de cette question et poursuivre encore longtemps, mais on a prévu un déroulé avec d'autres possibilités. Clément parlait d'initiatives assez étonnantes, donc justement, ça va être l'occasion de les présenter après. Je propose, Alice, qu'on passe à la seconde séquence. Ce qu'on a prévu, chers participants, c'est de vous inviter dans le chat, mais aussi en prenant la parole, à dire qui il faut, qui il faudrait absolument mettre autour de la table, embarquer. Mais vu l'état de la discussion là, j'ai presque déjà envie de vous dire, mais suite à ce qui vient d'être dit, j'ai envie de vous inviter à, pourquoi pas, prendre la parole de genre en 30 secondes, hein, c'est 30-40 secondes pour soumettre une idée, un peu coup de poing, pour bousculer le jeu et pour dire, en gros, justement, qu'est-ce qu'il faudrait faire de votre point de vue pour changer un peu la donne. Alors, on va se donner d'abord une minute ou deux dans le chat. Allez-y pour quelques idées. Qui il faut embarquer absolument, qui n'est pas assez embarqué à ce stade, quels moyens éventuellement. Et puis, dans une minute, on donne la parole à quelques personnes. C'est parti. Et Alice, je compte sur toi. Tu es mes yeux, peut-être pas mes oreilles, mais mes yeux en tout cas. On va peut-être éteindre le sondage, non? On l'éteint pour l'instant, le sondage. Ouais, c'est bon. On attend vos réponses dans le chat. J'ai mis la question. Ah Qui voilà, le chat. faudrait-il Qui mettre faudrait-il mettre davantage à bord? davantage à bord? Et n'hésitez pas à dire comment, hein. Bien sûr, Qu'il comment. faut... On est entre nous, hein, lâchez-vous, hein.
Alors, voilà. Ce qu'on va faire, c'est on va peut-être prendre un tour de parole. Ça va être sympa. Est-ce que quelqu'un, en quelques secondes, souhaite contribuer en apportant une idée sur ou une expérience vécue peut-être qui mériterait d'être mieux connue, d'être essaimée sur qui il faut embarquer, comment. Alors, Karine dit les plus riches qui sont les plus émetteurs. Voilà. Gaël, il faudrait l'humilité sincère des sachants experts techniques et écoute en capacité des sachants d'usage. Voilà, donc là, on en revient à mettre à bord plus de monde, davantage d'usagers. Les jeunes, il faudrait éduquer. Alors, est-ce qu'il faut éduquer les jeunes ou les vieux? disait Sébastien. Ah, si j'ai bien compris ce que tu disais, Sébastien. Les industriels, créer une sécurité sociale de l'information via une réforme des groupes de presse et médias ne devant plus dépendre de puissance d'argent. Ah, ça fait écho à ce qu'on vient de se dire sur le partage et la compréhension commune des enjeux. Euh, la population de périphérie des métropoles, il en a été beaucoup question cette semaine. Effectivement, il faut adapter son discours et proposer des solutions adaptées à leur mode de vie. C'est vrai que les plus riches, dit Judith, sont les grands absents de nos démarches de concertation. Ah, ça, il faut noter pour le compte rendu. Plus d'intergénérationnel, mettre autour de la table des psychologues sociaux et environnementalistes. Les agriculteurs sont présentés comme des boucs émissaires, effectivement. Favoriser les échanges entre citoyens et experts scientifiques. Oui. Taxer et réduire le volume de publicité pour revenir à des médias payants au public. Bon, est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole là pour s'exprimer un peu plus précisément peut-être? Beaucoup de sujets sont sur la table là, hein. Pas de première question. On va donc passer traditionnellement à la seconde question. Oui, 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 oui. Très bien. Alice, est-ce que tu repères quelqu'un qui souhaiterait prendre la parole? On a encore dans le chat des avis. Alors, un dernier tour dans le chat. Oser le débat démocratique en montrant que les oppresseurs, nous dit Alberto, et les opprimés font face à des enjeux de reconnaissance historique. Très bien. Ah, il est beaucoup question des agriculteurs aujourd'hui, hein. Mm. On Et voit qu'ils des sont industriels. au cœur d'un certain nombre d'enjeux. Et nous dirait Sébastien sans doute d'un certain nombre de dépassements de limites 6 ou qui 7 sur 9. conditionnent l'habitabilité des territoires. Très bien. Allez, on va donc, sauf si un participant veut prendre la parole tout de suite ou Alors, maintenant. on a François Dubois qui peut-être demande de clarifier un peu la question. Il Ouais, nous dit que le sujet est quand même assez large et demande une précision sur la définition d'être à bord. oui, être à bord est sans doute un terme un peu mal choisi, François, tu as raison. En gros, l'idée, c'est, on vient d'expliquer qu'il fallait du commun. Il faut comprendre les enjeux, pour le dire vite. Il faut clarifier les intérêts, il faut cartographie des controverses. Enfin bref, on a besoin de tout le monde. Et sans doute, si on n'y arrive pas encore complètement aujourd'hui, il manque un certain nombre de personnes autour de la table, ne serait-ce que pour partager un diagnostic, pour partager une vision commune. Bon, donc la question qui est posée est une question peut-être un peu basique, qui est, il manque qui autour de la table? Ou il faudrait davantage de qui, de quoi, et comment on va chercher ces personnes-là? Donc là, voilà François, je ne sais pas si c'est plus clair. En tout cas, vous avez répondu un petit peu comme chat. Mais François, si tu veux t'exprimer, n'hésite pas à prendre la parole maintenant, C'est avant ce que qu'on j'allais renvoie. dire. Vas-y. Non, bah, du coup, là, je sais pas si vous entendez. Ouais, c'est bon. Non, mais je crois que comme pour les ZFE, là, ça a été dit, est-ce que le problème, c'est qu'ils sont autour de la table ou est-ce qu'il y a des désaccords mais qui sont des désaccords? C'est pas qu'il manque des gens
autour de la table, c'est qu'il y a une conflictualité plus à faire se résoudre et qu'il faut oser trancher. Moi, j'aurais plus tendance à dire ça, c'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui refusent, soit par intérêt direct, soit parce qu'on n'a pas envie, quoi, d'une transition qui est perçue pour une part, à raison, comme désagréable. Enfin, voilà, c'est ça. Merci François. Sébastien? J'en reviens avec la partie prenante scientifique qui n'est pas assez présente aujourd'hui et qui devrait être embarquée aussi, parce que sur un sujet comme celui des ZFE, par exemple, bah, la question de la santé devrait être le premier argument. Et pas la question de je change mes habitudes, le confort, etc. C'est la première cause de mortalité inévitable hein, après le tabac et l'alcool en France et dans le monde. Ce sont les personnes les plus défavorisées socialement qui sont les premières victimes. Enfin, tout ça est limpide, on a des constats. Et et on ose, dans le débat public, dire non, mon confort dans ma petite voiture est quand même plus important que tous ces enfants qui vont naître avec des poumons plus petits que la moyenne parce qu'ils sont dans une zone polluée. Et moi, je trouve qu'on a, dans nos démarches de concertation, de participation, d'implication, pour favoriser le consensus et ne pas faire peur, tendance à gommer la réalité nous-mêmes, parce qu'on se dit sinon on va braquer les gens. Mais la réalité, elle devrait s'imposer. Hein. Moi, je suis un peu dur là-dessus. Je suis un peu le poil à gratter des quatre là. Aujourd'hui, j'assume. Mais il y a encore 15 jours, dans une grande réunion nationale, on a entendu des présidents de Scott dire que le dérèglement climatique, c'était pas vrai. Dire qu'il y a déjà eu des réchauffements il y a 100 000 ans et que ça allait revenir. Vous savez qu'un Scott, aujourd'hui, là, ils sont en cours de définition pour prévoir les 15 ans qui viennent. Donc, combien de temps on va laisser des élus qui n'ont pas compris orienter des dynamiques territoriales dans une direction dont on sait qu'elle est délétère parce qu'il et elle refusent la réalité scientifique. C'est exactement le même sujet avec les agriculteurs. On travaille beaucoup en zone rurale aujourd'hui. On a des présidents de communautés de communes agriculteurs qui nous disent c'est faux, les pesticides ne sont pas mauvais à la santé. Voilà. À partir du moment où on en est là, comment on crée du consensus quand on a des acteurs qui disent non, la vérité scientifique est fausse. Ma vérité à moi que j'ai vue sur CNews, elle est vraie. Moi, je veux bien qu'on trouve tous les mécanismes possibles de consensus, de carto des controverses, etc. Mais si on n'est pas d'accord sur le constat, ça va mener à quoi? Voilà, je suis le poil à gratter des quatre. Parfait, merci Sébastien. Je me tourne vers Clément, justement. Tu parlais tout à l'heure peut-être d'expérience pour bousculer un peu le jeu. Là, on voit que on a besoin d'imaginer peut-être de nouveaux temps, de nouveaux lieux, peut-être de nouveaux mots pour partager une perception commune. On a besoin de ramener une vérité, pardon pour le terme, une vérité scientifique. On a aussi besoin d'entendre l'impression des gens, leur ressenti, leur sensibilité. Quand, où, comment on rassemble tout cela? Vous Alors, avez 3 heures. elle est vaste. Ouais, ouais, non, là, il y a un sujet de thèse. D'abord, peut-être une réaction rapide par rapport à ce que Sébastien disait. Il est évident que la vérité scientifique doit trouver sa place dans les invariants qui sont posés dans le cadre du débat public, dans la façon dont on amène des politiques publiques. Là où nous, on a pu être confrontés à des difficultés sur le terrain quand la ZFE s'est mise en place, c'était l'absence, on va dire, de discours cohérent avec les industriels de l'automobile et de la puissance publique. Pour donner juste un exemple de la réaction, alors qui est peut-être une esquive, hein, la question qui est posée à celui qui doit changer ses habitudes de transport, mais qui va être, mais pourquoi on met ma bagnole à la caisse alors qu'en fait, peut-être, on pourrait transformer son moteur, etc. Et c'est là où, effectivement, le fait qu'on n'ait pas engagé l'ensemble des parties prenantes sur cette problématique de la ZFE, bah, peut-être qu'on a raté un échelon. Et d'ailleurs, un acteur qui est quand même sacrément bloquant dans la mise en œuvre de la ZFE derrière, qui est l'industriel automobile, avec qui on peut peut-être justement construire aussi, alors peut-être pas de la radicalité en tant que telle, mais en tout cas s'approprier ensemble les invariants et les vérités scientifiques avec lesquelles on peut pas tergiverser. Pour ce que tu disais, waouh, répondre à la question en 2 secondes, c'est difficile, mais ce que je peux vous partager, c'est que après quelques années de direction de cette direction de la participation citoyenne à Strasbourg, on vit dans nos projets des expériences démocratiques que j'appelle irréversibles.
où tout d'un coup, on met en place des choses et on se dit, oh là, mais on a touché du doigt quelque chose qui doit participer à transformer nos modèles. Alors évidemment, là, je sors un tout petit peu de l'enjeu d'embarquer toutes les parties prenantes. Je vais plutôt parler du citoyen. Il y a comment est-ce qu'on va toucher la diversité de la population. Et c'est vrai que toutes les expériences de tirage au sort qu'on a mis en place, la constitution des groupes, des assemblées citoyennes qu'on a réalisées dernièrement, moi, elle me met des frissons parce que quand tout d'un coup, j'ai dans la salle des gens qui ne se seraient plus jamais rencontrés et qui plus est à l'heure des réseaux sociaux, la rencontre entre un conseiller ministériel, quelqu'un qui ne sait pas lire le français, un livreur Deliveroo, une prof de fac de droit, et tout ça pour bosser quoi? L'évaluation de la participation citoyenne, un sujet super obscur où on arrive à générer près de 300 candidatures, etc. Moi, ça me met effectivement des frissons et je me dis qu'on est en train de toucher du doigt une façon d'aller chercher la diversité aussi dans la façon de faire nos débats publics qui est impressionnante. Quand je vous parlais de prise de décision au consentement et de cartographie des controverses, c'est effectivement là peut-être des méthodes, mais des méthodes qui, selon moi, sont essentielles pour transformer les postures, pour aller casser ces silos que j'ai déjà gérés en interne avec mon organisation, la collectivité dans laquelle on travaille. Mais de plus en plus, on travaille sur nos sujets et de plus en plus, on invite dans nos copiles, etc., des partenaires, d'autres collectivités, des entreprises publiques locales, et où en fait, non seulement on est en train de caler le silo interne à la fonction publique, à notre propre organisation, mais aussi administratif, territorial et avec d'autres organisations privées derrière. Et donc, c'est ça qu'il faut casser. Parce que dès qu'on commence à aborder ces questions qui sont philosophiques, qui renversent tous les paradigmes, derrière, les réponses, souvent, elles relèvent du bon sens, mais elles correspondent pas du tout à la réalité, effectivement, que chacune de nos organisations porte actuellement dans leur fonctionnement. Et donc, ce que je cherche à promouvoir aussi, c'est toutes ces techniques qui donnent une prime à la coopération. Je ne suis pas forcément là pour dire il faut révolutionner et réinventer toutes nos organisations qui ont plusieurs centaines, voire milliers d'années et sur lesquelles il faut aussi capitaliser sur l'héritage de nos organisations sociales en général. Mais il faut clairement se redonner des éléments de prime à travailler autrement, à s'associer autrement, telles que celles que je vous ai présentées très rapidement et je pourrais revenir dessus si jamais il y a un point ou un autre que vous voulez éclaircir. Merci Clément. Donc faire autrement, je note quand même une idée, c'est que une concertation, une participation ne doit pas simplement s'intéresser à la queue de comète, c'est-à-dire à la mise en œuvre in fine, mais on doit s'autoriser à interroger le sens des choses dès le début, en Ouais. impliquant l'ensemble des parties prenantes, hein. C'est ça que tu dis quand même, c'est intéressant. Peut-être deux ajouts que je peux vous partager par rapport aux travaux qu'on mène. Là, par exemple, notre observatoire de citoyens qui regarde ce qu'on fait, je pense qu'on fait partie des collectivités parmi les plus volontaristes sur ces questions. Et Ouais. ils nous disent quand même, il y a un truc, il y a deux choses qui dysfonctionnent dans votre démocratie locale. C'est la taille des invariants. C'est sympa de nous faire décider sur la taille de la police du panneau ou la couleur, etc. Mais clairement, en fait, il faut avoir du sens politique et oser poser les questions les plus complexes à la population. Et puis la deuxième, c'est quels sont vos outils pour gérer le conflit? Parce que faute de cadre et d'autorité finalement posée dans le débat public, c'est la prime au gueulard qui s'impose d'abord dans nos espaces d'échange. Et ça revient effectivement à quel est ce cadre préalable du débat public, quelles sont les vérités et les invariants qu'on pose au départ, la vérité scientifique, la réalité des industriels et du monde économique qu'il y a derrière quand on leur applique la solution radicale à mettre a priori en œuvre. C'est ces éléments-là, effectivement, qu'il faut clarifier avant même d'engager la discussion. Ouvrir le jeu, clarifier. Alexandre, qu'est-ce que tout cela t'inspire? Ça m'inspire plusieurs choses, notamment, alors, si je reprends un exemple qui n'est pas les ZFE, mais celui des Gilets jaunes, l'enjeu autour de la taxe, par exemple, elle montrait bien qu'il y avait quand même une question aussi de qu'est-ce qu'on fait des contradictions dans lesquelles les personnes se retrouvent, est-ce qu'on les accompagne? C'est pas qu'une question de consensus, c'est pas qu'une question de passer ou de passer en force parce qu'il faut arriver à avoir des mesures. Si derrière on a des personnes qui sont dans des situations un petit peu impossibles, ça va être quand même compliqué et ça on peut l'anticiper. Après, là-dessus, il y a justement des temporalités qui sont différentes.
Il y a des mesures qu'on peut prendre immédiatement, alors que ce soit une taxe, que ce soit encourager par exemple l'achat, mais c'est compliqué, c'est pas forcément pour tout le monde, de véhicules électriques, etc., etc. Et puis il y a une temporalité plus longue où là il y a les vrais problèmes qu'il faut adresser, même s'il faut prendre des mesures immédiates, il faut arriver à articuler ces deux temporalités. Et les vrais problèmes dans le cas d'espèces que je mentionnais, c'est qu'est-ce qu'on fait d'un système de mobilité qui est en fait un système d'urbanisme. Et ça se détricote pas et ça ne se retricote pas en quelques mois ou en quelques années. C'est une temporalité beaucoup plus longue. Donc, il faut arriver à articuler des mesures immédiates sur lesquelles on peut agir, notamment pour décarboner, etc., ça, parce qu'on a besoin très rapidement, et en même temps des mesures de long terme. Par contre, effectivement, ça ne veut pas dire nécessairement maintenir le modèle du tout automobile, mais il faut quand même une mesure immédiate sur laquelle on peut avoir de l'impact et en même temps des mesures qui demandent plus de temps à être mises en place. Donc ça, c'est y être au clair sur cette articulation. Ça, je pense, c'est un élément quand même important. Et puis voir sur qui va peser la contrainte. Moi, je parlais d'arbitrage tout à l'heure. Est-ce que c'est une contrainte qui va peser plus sur les faibles ou les forts, les riches ou les pauvres, ceux qui ont le choix ou ceux qui n'ont pas de choix, etc., etc. C'est quand même aussi c'est arriver à discriminer les conséquences de ces arbitrages, qui va être affecté en premier. Ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur les situations, évidemment, comprendre quelles sont ces situations pour opérer des arbitrages de manière juste. Parce que je pense que le critère aussi qu'on n'a peut-être pas mentionné jusqu'ici, c'est la question de la justice. Voilà, là, on parle d'arbitrage. Ben, selon quels critères on opère des arbitrages qui sont justes et sur qui on fait peser d'abord le poids. Et même si on fait peser le poids sur des gens dont c'est pas la faute, c'est pas le truc, ben, quels horizons finalement on leur donne pour pas juste leur dire ben, débrouillez-vous avec cette situation impossible, ce qui engendrera forcément de la réactance. Donc voilà, et peut-être juste pour illustrer d'autres points et des actions qui ont été menées, ben, à Grenoble, j'ai un collègue dans le cadre aussi d'une étude qui est liée à la formation que je dirige, qui a réalisé une, une action autour du renoncement éventuel à certaines piscines municipales en mettant en place justement une instance, une nouvelle instance, ce qu'il appelait un protocole de renoncement pour solliciter la population à se prononcer sur cette question de savoir s'il faut renoncer ou non à certaines infrastructures, y compris les infrastructures auxquelles la population tient beaucoup, en l'espèce des piscines municipales. Et c'était intéressant parce qu'au départ, la ville, les acteurs ne pensaient pas qu'il serait possible d'associer des citoyennes et des citoyens à une réflexion sur le renoncement en disant non, ça va faire peur, c'est pas possible, etc. Et en fait, c'est possible. Si on s'en donne les moyens, si on le fait bien, en fait, c'est tout à fait envisageable sans que, au départ, la décision sur renoncement ou non soit prise. C'était largement ouvert aussi parce qu'on a des acteurs, et ça c'est un point important, qui aujourd'hui sont parfois démunis, c'est-à-dire ne savent pas forcément quel est le bon cours d'action à adopter pour demain. Souvent, le cours d'action est posé et ensuite on est juste dans de la participation un petit peu de surface, mais de plus en plus, on va être dans des situations où les décideurs n'ont plus forcément les clés. Eux-mêmes, alors ils peuvent faire semblant de les avoir, mais en fait, je pense qu'on va avoir de plus en plus de situations où ils vont de moins en moins avoir les clés. Et ça se retrouve aussi dans les entreprises, au niveau du top management et un petit peu partout. Donc là, on a besoin d'instances où on peut travailler, apporter aussi des réponses à ces questions. Très bien, merci Alexandre. Judith, ta réaction? Oui, en fait, ça donne envie de tirer plein de fils de la pelote. Alors, je vais essayer de les prendre un par un. D'abord, il y a un fil un peu général, c'est que tous les outils dont on est en train de parler, de participation, ceux que cite Clément ou ceux que je peux citer, ne valent que si c'est associé à un projet politique stable et cohérent. Parce que sinon, les outils, ça reste des outils, ça ne transforme pas le monde. Donc, en fait, la question, c'est comment on arrime les bons outils à un projet politique audacieux dans lequel on va à l'essentiel. Et ça, c'est aussi ce que racontent, par exemple, les hauts fonctionnaires de la fonction publique territoriale qui soient au sein de l'association Le Lierre, dont je salue le travail, où j'ai eu l'occasion d'animer aussi un cercle d'études pour l'INET sur ces questions. C'est qu'aujourd'hui, ils sont dans des injonctions contradictoires où ils doivent faire aller en même temps énormément de politiques publiques, énormément de projets sur le territoire, et en même temps cet impératif écologique qui n'arrive pas à infuser totalement les choix et à resserrer les choix, et en tout cas à faire en sorte que les choix soient cohérents. Et donc ça renvoie à la question de la cohérence, et c'est aussi ce que disent les entreprises. Pour avoir travaillé une étude pour entreprises pour l'environnement, ce que racontent les grands groupes, c'est qu'ils sont prêts à faire évoluer, y compris leur modèle d'affaires, s'ils ont une assurance d'avoir
une forme de stabilité sur les choix politiques qui vont être faits. Dit autrement, comme ils veulent pas être perdants, ils sont plutôt preneurs d'avoir plus de régulation. C'est un peu contre-intuitif, hein. Moi, je vous avoue que ça m'a étonné. Plus de régulation s'ils savent que cette régulation va être stable, leur permettre les investissements nécessaires. Donc, je trouve qu'il y a une question là vraiment sur le projet politique qui est porté pour que les arbitrages soient acceptés, y compris s'ils sont défavorables, ils seront défavorables, Alexandre, tu l'as dit, à certains acteurs, mais c'est compris si on peut se projeter sur ce chemin de transition. Donc, je voulais insister là-dessus. L'autre aspect, c'est la question de l'échelle. En fait, c'est vrai, et je reviens sur la question de François, de quoi on parle. En fait, on parle de plusieurs échelles. Et la question du consensus scientifique, mais d'ailleurs, consensus scientifique et aussi dissensus scientifique, hein, la science est en constante évolution et par nature, il y a des sujets sur lesquels il n'y a pas de consensus stabilisé. Je ne parle pas bien sûr du changement climatique, mais je pense par exemple à la question de comment conduire la transition énergétique. Là, il y a des points de vue, des données qui sont un peu différentes. Par exemple, sur la question de l'hydrogène, est-ce que c'est juste une vaste fumisterie ou une promesse? Donc, ça vaut vraiment la peine de les creuser. Ça doit plutôt se faire à l'échelle nationale, cette question de consensus Et je vous renvoie à un super rapport de France Stratégie, hein, qui sont des grands radicaux en la matière, comme vous savez, sur la question de la soutenabilité et orchestrer un cadre de soutenabilité. Je vous mets les références dans le chat après. Donc, en fait, il y a des choses qui doivent se gérer à l'échelle nationale. Et c'est là que ça doit être pris comme décision. Et puis, il y a les compromis qui tiennent compte des situations, ils doivent se faire localement, dans une gouvernance qui est partagée avec les acteurs. Et juste, je vais faire un peu mon dinosaure, mais dans les plans climat, air, énergie, c'était ça l'objectif, c'était d'avoir des plans climat qui sont partagés avec les acteurs, dont la conduite de la mise en œuvre est partagée avec les acteurs du territoire, économiques, socio-professionnels, parce qu'ils ont une clé ils ont une part des clés. Parce que clairement, une collectivité, elle a, via ses politiques publiques et son propre moins de 20% d'impact sur le territoire en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc là, il y a vraiment une transformation à faire avec les acteurs du territoire. Donc je voulais parler de ces deux échelles. Et le dernier point, je voyais, et je peux m'en réjouir dans le fil de conversation, vous disiez, mais les conventions citoyennes sont un bon outil. Alors, moi, ça fait plus de 20 ans que je conduis des dispositifs délibératifs type jury citoyen, convention citoyenne, sur des questions qui sont soit des controverses scientifiques et techniques, soit des enjeux de transition écologique. Alors, bien sûr, je vais vous dire que ce pas des bons outils. Par contre, je suis très inquiète de la manière dont ils sont conduits actuellement. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils renforcent des silos dans la société. C'est-à-dire qu'il y a les conventions citoyennes pour le climat, c'est la nationale, elle a eu plein d'effets très positifs, et notamment pour les citoyens. Tu l'as dit, Clément, c'est fou ce qui se passe pour les gens qui y prennent part. Euh, c'est indéniable, ces impacts-là. Par contre, ça n'a pas transformé le monde réel, au sens, ça n'a pas transformé les rapports de force avec les acteurs économiques. Et donc, il faut les embarquer. Il y a des conventions d'entreprise pour le climat, et c'est génial, je ne peux que saluer ce dispositif. Mais vous voyez, on organise des silos. On va faire des trucs qu'avec les jeunes, des trucs qu'avec les vieux. L'enjeu, c'est de faire se parler au sein d'un même espace délibératif, que par exemple des sociologues comme Calon, Lascaux et Bard appellent des forums hybrides, les experts, les parties prenantes, les décideurs et les citoyens ensemble. Et ça peut se faire à l'échelle locale, à l'échelle plus vaste. Et effectivement, les outils existent. Tu en as cité, cartographie des controverses. Il y a des démarches de consensus systémique où on se met d'accord le plus large consensus possible sur ce qu'on peut faire. Et surtout, on met à jour les désaccords irréductibles et sur lesquels il faut qu'il y ait des décisions. Donc voilà, il y a des démarches qui existent. Je pense que la question du sensible, je voulais juste rebondir là-dessus, effectivement, pouvoir intégrer dans nos manières de délibérer la voix des générations futures, la voix du vivant par des artifices hein, de participation, ça permet complètement de changer la manière dont on pose le débat et ça fait bouger tout le monde, que ce soit enfin, les acteurs économiques comme les individus, comme les décideurs, parce que d'un coup, on se rend compte avec humilité que on n'est qu'un passager parmi d'autres voilà, du vaisseau planète Terre. Et je trouve que ça ramène aussi à l'essentiel et aux grands arbitrages qu'on va devoir faire pour demain. Donc il y a plein de choses à inventer ensemble et c'est ça qui est hyper positif. Et pour finir, j'en finis sur un point. Ce qui se passe, pour avoir animé beaucoup de conventions citoyennes, d'ateliers du futur dans les territoires, à la fin, les citoyens, ils sont. Alors, je parle là quand c'est que des citoyens, ils ont envie de faire. Donc, ils ont fait plein de recommandations, ils ont fait des interpellations, mais ils ont envie de devenir acteurs. Et là, il y a vraiment un gisement pour les collectivités locales. Je sais que vous êtes plusieurs à travailler dans des collectivités locales, de comment on outille l'action collective des citoyens après des temps comme ça où ils ont
appris plein de choses, eu plein d'envie, et ils se retrouvent tout seuls renvoyés à leur capacité d'agir individuelle. Et là, je trouve que c'est là que vraiment les corps constitués, les assos doivent être soutenus pour pouvoir en fait embarquer des dynamiques collectives, parce que les 2 tonnes, on n'y arrivera jamais par nos efforts individuels, on n'y arrivera que par nos efforts collectifs. Et donc là, il y a vraiment un gisement de la démocratie du faire. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Très bien, merci Judith pour ces très riches apports. Est-ce que ça suscite tac au tac de nos 3 autres intervenants sur tout ce qui vient d'être dit, les échelles, sortir du silo, etc. Moi, je veux Peut-être bien. Sébastien? Pour vraiment, vous savez que dans notre association, on a un collège d'entreprises et je voudrais vraiment aller dans le sens de ce que disait Judith sur le fait que les entreprises, le monde économique, n'est pas forcément un frein à la transformation écologique par principe. Et que ce que nous disent les entreprises, c'est bien cette notion de continuité d'avoir un peu de perspective et des règles qui ne changent pas en permanence. Alors effectivement, ils sont contre les règles, mais ils s'adaptent. Enfin, c'est le jeu depuis 200 ans, hein. Donc, ils s'adaptent et une fois qu'ils s'adaptent, par contre, cette instabilité politique qu'on a vécue au cours des derniers mois sur les grands sujets, bref, je ne reviens pas, des changements de pied permanents, il n'y a rien de plus déstabilisant pour une entreprise. Sur les entreprises encore, il y a un bémol quand même à ce que je dis sur le fait qu'elles peuvent être partie prenante, parce qu'elles sont partie prenante déjà, mais on touche les grands comptes. Le trou dans la raquette qui me paraît béant dans nos démarches de participation, d'implication des parties prenantes, c'est les TPE-PME, qui sont extrêmement difficiles à impliquer pour des raisons très pragmatiques, hein. Elles n'ont pas le temps, etc., etc. Ce n'est pas les mêmes horaires que les horaires de la collectivité, ce n'est pas les mêmes temps. Et pourtant, je suis sûr qu'il y a des exemples intéressants. Je pense aux commerçants qui ont un rôle éminemment important dans la cité sur tout un tas de sujets, y compris de la transition écologique et de la résilience, aux artisans, aux petites sociétés qu'on a beaucoup de mal à toucher. Donc moi, je suis très preneur. S'il y a des participants là qui ont des expériences positives de mobilisation, d'implication de ce type de public, on est très preneur, notamment pour les rediffuser largement à l'extérieur. Et puis enfin, on a tout intérêt, en effet, à impliquer le plus possible la population ou la société civile au sens large dans cette démarche de bifurcation territoriale pour 2 raisons. Ce qu'a évoqué Judith sur le 80-20% est fondamental. Les élus locaux n'ont une prise que sur 20% du territoire, c'est-à-dire le domaine public, sur par exemple l'adaptation, etc. Donc, ça inverse le rapport de force de la gouvernance locale. C'est ça qui peut être aussi un atout pour l'élu local, où on n'est plus uniquement sur les parties prenantes, la société civile vient demander des comptes à l'élu local en lui disant alors est-ce que tu as avancé dans ton plan climat, oui, non, etc. On a l'élu local qui peut dire moi j'ai fait ma part sur mes 20%, et vous, les bailleurs sociaux, les copros, le tertiaire, etc., qu'avez-vous fait? Quelle est votre part? Et donc on n'est plus dans cette logique où c'est la collectivité pilote complète de la démarche de transition. Je trouve que c'est intéressant, d'autant que vous savez que dans les différents sondages qu'on a pu réaliser ou enquêtes, la proportion de la population consciente de la réalité anthropique du dérèglement climatique et de ses conséquences néfastes à court terme est plus importante. Enfin, en gros, la conscience du phénomène est plus importante dans la population, au sein de la population moyenne, qu'au sein de la population des élus locaux. Et que bien souvent, les élus locaux nous disent « Ah, moi, je ne veux pas faire ça parce que ma population, elle n'est pas prête. » Non, ce n'est pas tout à fait le cas. Peut-être que le corpus idéologique de l'élu local n'est pas prêt, mais la population, elle peut être davantage, en tout cas quand on l'interroge, elle est davantage conscientisée de la gravité de la situation que la moyenne des élus locaux. Merci Sébastien pour cette invitation à repenser un peu les rôles de chacun autour de cette émulation collective. On entre dans notre dernière séquence. Cette séquence, on l'a voulu un petit peu chamboule tout. L'idée, c'est de là où vous parlez, dans votre entreprise, dans votre collectivité, dans votre expérience citoyenne, est-ce que vous avez repéré une expérience un peu folle? Bref, là, l'idée, c'est de bousculer un peu le jeu en s'émancipant autant que possible des contraintes techniques, peut-être scientifiques, peut-être pas scientifiques pour le coup, mais plutôt politiques, financières, pour voir si on peut inventer quelque chose
faire écho à quelque chose qui serait un peu bouleversifiant et qui pourrait répondre en partie à tous les enjeux qu'on vient de ramasser. Bon courage aux copains de décider ensemble pour faire une synthèse exhaustive. Clin d'œil. Est-ce que quelqu'un dans le public, là, veut prendre la parole pour dire, voilà, moi, de mon côté, j'ai repéré un truc incroyable, ou alors, je ne l'ai pas vu, mais j'aimerais que ça se passe comme ça. Qui veut prendre la parole? Alors, est-ce qu'on a... Alors, Stéphane, si ça se prononce comme ça dans le chat, proposer un centre de coopération multi-acteurs, non pas piloté par une collectivité, mais par une forme juridique autonome incluant l'ensemble des parties prenantes publiques et privées, dont la collectivité, voilà, c'est ce que disait Sébastien, dont la collectivité, mais pas par la collectivité, et avec une gouvernance inclusive des critères d'évaluation partagés par tous. Ce concept est basé sur les structures qui portent les démarches écologiques, industrielles sur un territoire économique. Euh, Alice nous dit merci de détailler cette idée à l'oral. Stéphane, est-ce que vous voulez prendre la parole? Vous avez repéré ça quelque part? Ça existe? Euh, bonjour à tous, vous m'entendez? Très bien. Ok. Euh, alors, les démarches écologiques, industrielles et territoriales, ça existe vraiment. Moi, je travaille sur les territoires portuaires et donc les villes portuaires également. Les grands ports maritimes ont tous une démarche écologique, industrielle et territoriale. Ce sont des démarches qui sont pilotées par une structure autonome, c'est-à-dire avec la forme juridique. Euh, la forme juridique peut varier en fonction des sites, mais globalement, soit c'est une coopérative, soit c'est une association, soit un GIE. Et ce sont des entreprises qui se regroupent pour essayer d'œuvrer ensemble pour une transition écologique, pour travailler les quatre piliers du développement durable. Et ça marche. Euh, L'idée, moi, c'est que je le propose sur les territoires qui ne sont pas disons, des villes portuaires qui ne sont pas rattachées directement, donc c'est des ports territoriaux qui ne sont pas directement rattachés au ministère. Donc, c'est des ports qui appartiennent aux collectivités, soit régionales, soit vraiment locales. Et du coup, on est en train d'essayer de mettre en place ce centre de coopération sur le territoire de Saint-Malo. Donc, les entreprises sont vraiment très intéressées à participer à, à des actions de transition écologique, mais ils ne souhaitent pas, vraiment pas rentrer dans une structure qui existe, une structure proposée par la collectivité. Ils veulent, C'est très clair. je l'ai entendu dire par Judith, euh, ils veulent vraiment participer à la démarche. Donc, ils ne veulent pas uniquement être entendus, ils veulent être acteurs, avoir un droit de vote sur une décision prise. Donc, ils veulent vraiment être acteurs. Et c'est vrai pour les entreprises, c'est vrai pour les citoyens, donc regroupés au travers d'associations citoyennes, hein, et notamment dans les villes portuaires, il y a disons, il peut y avoir une tension entre le citoyen et l'activité économique du territoire portuaire. Et il y a une tension sur l'impact environnemental des activités portuaires au regard des citoyens. Et donc, du coup, ce centre de coopération est là aussi pour faire entendre le citoyen. C'est Très clair, Stéphane. Merci, merci à vous. J'ai envie de me tourner vers Clément sur cette affaire voilà, d'organisation, peut-être avec de nouvelles formes juridiques, sans parler forcément d'autogestion. Est-ce que Clément, tu vois un peu à quoi pourrait ressembler cet espace, ce temps où on peut associer les différents points de vue dans un rapport, et un rapport de force, pourquoi pas, un peu renouvelé? Alors d'abord, pour prolonger la proposition de Stéphane, simplement dire que les espaces de travail qu'il évoque, moi, ça m'évoque d'autres espaces, type GIP, les groupements d'intérêt public ou les commissions extra-municipales. Et en fait, c'est quoi ces objets? Souvent, c'est des objets qui sont informels, mais qui permettent de traiter des sujets communs à plusieurs organisations et de rassembler tout ce monde à bord qui n'a pas l'habitude de travailler ensemble. Et ça paraît très bête, mais effectivement, la question de aller chercher à identifier ces communs et se poser la question de comment est-ce qu'on va les gérer ensemble, pour moi, c'est un préalable souvent utile, intéressant, pour embarquer tout le monde et changer un peu le paradigme de nos échanges, tout en ayant évidemment au préalable
justifier les intérêts de chacun, les contraintes avec lesquelles on est a priori obligé on est obligé de tenir compte pour avancer collectivement. Si je devais juste rêver, moi je voulais juste vous partager une expérimentation qui est en train de se lancer et que je relayais dans l'un des ateliers des rencontres européennes de la participation citoyenne à Toulouse il y a 2 jours. C'est les micro-parlements du vivant. Alors ça, c'est un projet qui est porté par une association qui s'appelle Démocratie ouverte et qui a réfléchi à un cadre en lien avec tout un tas de scientifiques pour intégrer la représentation du vivant dans un modèle délibératif. Et l'idée, c'est de s'appuyer effectivement sur la réussite au sens de la façon de travailler ensemble et d'aboutir à des décisions collectives telles que les assemblées citoyennes l'ont permise, et d'y ajouter la notion, ah bah tiens, on va représenter des enjeux et puis des espèces qui ne sont représentés nulle part et les ajouter à cette façon de faire. Alors pour y parvenir, évidemment, c'est le portage politique qui est essentiel. C'est cette question des organisations qu'on arrive à associer pour initier ce type de démarche. Mais voilà, c'était pour vous partager aussi le fait que même si le contexte est extrêmement morose, même si on a l'impression qu'on va complètement dans le mur, on a encore de très belles choses qui s'inventent et qu'on a envie de tester. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que au-delà du fait qu'on peut encore rêver, faire de l'utopie, faire de la gestion partagée, est-ce que c'est de l'autogestion? Ça, c'est un autre débat. Moi, ce que j'enjoins toutes et tous, c'est juste de promouvoir le dialogue et la nécessité de s'associer systématiquement, et y compris avec celles et ceux avec qui on est aux antipodes, quand on monte ce type de démarche. C'est le fait qu'on arrête de se parler et qu'on arrête de parler aux industriels parce qu'on considère qu'ils sont dans un autre modèle ou ce genre de choses, que derrière, on promeut pas forcément les bonnes solutions, on les amène juste de la mauvaise façon, de la façon tout à fait verticale, comme Judith expliquait, que le fait d'aller former les gens quand on lance ce type de démarche, c'est tout simplement la première difficulté qu'on se met, parce que tout d'un coup, les gens, ils ont l'impression qu'ils reçoivent une injonction ultra verticale à se mettre dans un moule, alors que si en fait on converse avec eux de leurs difficultés et qu'ils comprennent petit à petit les enjeux de chacune des parties prenantes, ils se les approprient beaucoup plus facilement. Merci Clément. Tu nous invites donc à de nouvelles coopérations, peut-être de nouvelles coalitions pour faire écho à une actualité bien chaude. Judith et Alexandre, l'un d'entre vous souhaite réagir de suite sur qu'est-ce qui pourrait un peu bousculer le jeu. Ouais. Et Clément, si tu veux bien répondre, là, nous mettre un lien vers Démocratie ouverte, parce que c'est très intéressant tout cela. Merci à Je toi. fais ça tout de suite. Alexandre, peut-être? Oui, peut-être en réaction à tout ça, pour moi, le maître mot, en fait, c'est la question qui n'a pas été prononcée jusqu'ici de l'enquête. C'est d'être en capacité justement de mener des enquêtes sur toutes ces transformations à venir. On n'a pas forcément toujours d'ailleurs les réponses, hein. Je pense au travail qu'a fait notamment Olivier Rard, entre autres, à m'établir en disant, ben voilà, on est une station, on vit de la dépendance à la neige, mais il va falloir en sortir d'ici quelques années. On préfère anticiper, mais on ne sait pas où on va. Et ça me semble particulièrement important de dire on ne sait pas où on va, il faut construire collectivement une réponse, alors qu'aujourd'hui, dans le modèle de la recherche que je connais un petit peu, en fait, il faut avoir la réponse pour obtenir le financement du projet. Alors que là, on est typiquement sur des démarches beaucoup plus exploratoires où la réponse, elle se construit. On n'a pas forcément la réponse qui va emporter finalement l'adhésion du territoire, de toutes les parties prenantes, mais on est quand même obligé d'y travailler. Donc cette incertitude-là, elle est quand même extrêmement importante. Elle ne doit pas être un frein, un obstacle au fait d'y aller malgré tout. Au contraire, elle doit être un moteur. Et donc là aussi, on est obligé de revoir un petit peu nos manières de faire. Je le dis, je prends l'exemple de la recherche parce que aujourd'hui, est-ce qu'on a le temps, l'espace, les moyens pour enquêter? Pas forcément. Et j'allais dire, à plus forte raison, dans le système actuel, même dans le système actuel de recherche, où on pourrait vouloir ou devoir mener des enquêtes, bah, finalement, le financement par projet va à rebours finalement de cette nécessité de mener des enquêtes. Or, les organisations, qu'elles soient publiques ou privées, finalement, peuvent s'entendre comme étant des collectifs d'enquête qui justement se posent la question de ce que l'on va faire demain. Donc, comment est-ce qu'on arrive à dégager du temps, comment est-ce qu'on arrive à mobiliser les personnes pour faire ça, mais toute une économie aussi, des moyens qui se posent, et puis finalement, c'est se mêler aussi de questions qui nous concernent plus ou moins a priori. Alors, un exemple de ça, mais je ne sais pas s'il obtiendra l'adhésion de tout le monde, mais c'est typiquement
les soulèvements mandataires, les collectifs bassines non merci, pour dire, bah voilà, est-ce que les méga-bassines, c'est un exemple d'adaptation, de maladaptation? Voilà, il y a matière justement à controverse. Alors, à la fois à produire de l'expertise, en même temps, parfois, est-ce que ça frotte aussi sur le terrain? Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que dans une récente interview, l'un des fondateurs des soulèvements mandataires disait, bah voilà, parce qu'on parlait des agriculteurs tout à l'heure, peut-être qu'il faut plus cultiver le maïs, mais ça, c'est quelque chose qu'on doit arriver à construire avec les agriculteurs eux-mêmes. Et donc eux-mêmes disaient, voilà, on ne pourra pas faire sans ou contre uniquement les agriculteurs. Il faut que si on doit en arriver là, on le construise ensemble. La question étant évidemment de bah, est-ce que les moyens déployés le permettent? Est-ce que ça ne crée pas trop de conflictualité? Mais bon, ça, c'est une question évidemment qui est largement ouverte. Peut-être dernier point, dernière initiative ici qui me semble intéressante, c'est une initiative à laquelle moi-même je contribue, concerne le monde du travail, des travailleurs, des travailleuses. On parlait d'autogestion, donc j'en profite pour le placer. C'est une initiative que, c'est pas moi qui l'ai appelée comme ça, mais qui s'intitule Initiative de sécurité sociale de la redirection écologique, qui vise notamment à aller dans les usines, dans les entreprises, à la rencontre des travailleurs et travailleuses qui peuvent voir l'écologie à la fois comme un concernement, parce qu'il y a les questions de santé, de pollution qu'a évoqué Sébastien tout à l'heure, et en même temps en se disant bah, peut-être que mon activité, elle est appelée à disparaître, et donc je vais être dans une charrette à l'avenir, donc avec aussi beaucoup d'angoisse. Donc c'est difficile quand on a cette angoisse-là finalement de s'emparer de la question et d'être acteur, parce qu'on se dit bah en fait j'attends que le coup près tombe et puis j'ai pas tellement d'autres rôles à exercer jusqu'ici. Alors qu'en fait ce sont des personnes aussi qui peut-être pourraient apporter des choses, qui certainement d'ailleurs ont des choses à apporter sur est-ce que les outils de production qui sont les vôtres, on les mobilise peut-être pour faire autre chose demain, produire autrement, produire autre chose, produire pour d'autres personnes. Et toute la question, c'est comment est-ce qu'on les associe finalement à ces transformations-là? Ces personnes qui ne, quand même, il y a beaucoup d'actives en France qui aujourd'hui ne sont pas vraiment associées depuis le lieu du travail, alors que la question de la production, évidemment, et des problèmes qu'elle peut poser, est une question centrale sur ces questions. Donc tout l'enjeu, c'est d'aller justement voir ce public-là et le constituer justement en public qui lui-même va enquêter sur ses conditions de production et peut-être apporter d'autres réponses qu'aujourd'hui n'a pas forcément en tête le top management ou d'autres acteurs. Et puis faire le lien avec les syndicats, les partis politiques pour que cette question-là, elle trouve aussi à s'exprimer à d'autres échelles. Merci Alexandre d'apporter cette notion d'enquête. Merci beaucoup. Judith, de ton côté, qu'est-ce que ça t'inspire? Ouais, en fait, ce que ça m'inspire, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein d'initiatives d'oasis, comme on disait dans le fil de conversation, et qu'elles ne font pas système. C'est-à-dire, en sociologie, il y a plusieurs manières de concevoir. Je suis sociologue de formation, et qu'est-ce qui fait changer le système social dans lequel on vit, le système historique? Et donc, ce qu'on montre souvent, c'est que c'est pas forcément le grand soir, hein, il y a rarement des. Mais à un moment donné, il y a suffisamment de mouvements qui arrivent à s'accorder sur un certain nombre de principes pour que ça entraîne un mouvement de la société. Mm. Donc, la question, c'est comment toutes ces initiatives, elles sont tricotées ensemble et comment on crée des alliances entre elles. Aujourd'hui, moi, je suis toujours intéressée quand j'interviens dans un territoire de voir à quel point il y a plein d'initiatives portées, tantôt par des assos, tantôt par des entreprises. Il y a des superbes initiatives, par exemple, de zones d'activité dans lesquelles les entreprises, les grosses entreprises ou les logisticiens sont mis ensemble pour réfléchir à comment ils transforment la zone d'activité, comment ils la désartificialisent, comment ils en font des espaces d'économie circulaire, comment ils font en sorte que les gens puissent y venir plus facilement autrement qu'en bagnole, parce que ça change quand même la physionomie de nos paysages. Et toutes ces questions-là, en fait, elles existent. La question, c'est comment les collectivités se mettent en lien et en confiance avec en confiance, hein, parce qu'il y a beaucoup de défiance de part et d'autre, souvent, avec ces actions. Et donc, c'est, comme Alexandre, tu parlais du monde du travail, c'est un enjeu d'arriver à faire ces liens-là. Comment les collectivités arrivent à travailler avec des associations environnementales, que ce soit, je sais pas, Alternativa, FNE, Extinction Rebellion, qui sont souvent vus comme des poils à gratter insupportables. Et en fait, il y a tout un passif hein, qui existe hein, de part et d'autre, qu'il faut arriver à dépasser pour créer ces alliances. Il y a plein de démarches dans lesquelles ça a réussi à se faire. Je pense notamment à des alliances, par exemple, autour d'accompagner des révisions de chartes forestières. Pour se mettre d'accord sur comment on gère une forêt, qui est un commun, bah, ça faut mettre tout le monde autour de la table et il faut arriver à trouver des nouvelles manières de voir cet espace-là, des nouvelles lunettes pour agir dessus, pour la préserver et la vivre sans empêcher le vivant. Donc cette question d'alliance, elle me semble assez fondamentale et je trouve qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin finalement, d'acteurs tiers qui peuvent être associatifs, qui peuvent être des consultants, qui peuvent même être des agents des collectivités s'ils ont le mandat pour ça, qui permettent de tricoter les alliances entre elles.
C'est, à mon avis, C'est- une clé. Merci Judith. Sébastien, sur ces nouvelles alliances, en tout cas celles qu'il faudrait renforcer. Je vais donner un exemple justement sur ce nouveau rôle ou positionnement de la collectivité comme une parmi d'autres et pas une qui pilote. Elle peut piloter, comme vient très bien de le dire Judith, s'il y a un mandat politique, si, etc. Mais ça ne doit pas être systématique. Parce qu'il y a parfois d'autres acteurs sur le territoire qui peuvent jouer ce rôle de tiers de manière bien plus efficace que la collectivité. Et donc, je voudrais vous donner un exemple. On a d'ailleurs emmené la directrice générale de l'ANRU visiter ce quartier à Rotterdam, qui s'appelle un quartier résilient, qui a mis en place une forme de co-gestion de la gestion urbaine de proximité et de tout un tas de sujets du quartier, dans le quartier le plus pauvre de Rotterdam, entre les habitants et les agents municipaux. Il y a même des habitants qui sont salariés pour participer à cette gestion et ça tourne. Et j'avais, dans une vie précédente, fait venir à Paris, dans un quartier politique de la ville, un groupe de gestion de ce quartier qui était composé à moitié d'agents municipaux et à moitié d'habitants. Mais c'était les habitants qui avaient le lead. C'était les habitants qui prenaient vraiment tout le temps la parole. Il y avait notamment une habitante un peu charismatique. Et on les a mis en contact avec nos agents, nous, chargés de la participation citoyenne de la collectivité, c'était la ville de Paris, ou de politique de la ville, puisqu'on était dans des quartiers politiques de la ville. Et je me souviens de cette jeune professionnelle de chez nous qui pose une question parfaitement légitime qu'on s'est tous posée sur ces démarches d'implication citoyenne, qui est, mais comment faites-vous, vous, pour que les habitants y viennent à vos réunions? Nous, on a toujours les mêmes, les lobbies locaux, les commerçants, on n'est pas représentatif, etc., etc. Et là, la dame habitante avait scotché tout le monde en disant à peu près ceci. Mais vous, depuis la collectivité, vous avez l'impression que la vie dans les quartiers, elle n'existe que quand vous faites des réunions. Mais en fait, des relations sociales, des projets, on en a tous les jours. Il se passe des choses tous les jours, dans chaque cage d'escalier, partout. Et nous, dans le quartier résilient de Rotterdam, c'est l'inverse. C'est nous, habitants, qui décidons si on fait venir la mairie ou pas à nos réunions. C'est plus la réunion, c'est plus la collectivité qui a l'initiative du truc. Et ça plaide pour cette nouvelle approche qui a notamment été testée par l'APUR récemment, qui est extrêmement intéressante, une étude, l'Agence d'urbanisme de Paris, qui visait à tenter d'identifier des nœuds de relations sociales préexistants déjà là, indépendamment de l'action de la collectivité ou pas, à l'échelle d'un territoire. Ils ont pris la métropole du Grand Paris pour faire cette sorte de cartographie de hotspots de liens sociaux existants qui du coup peuvent avoir l'attention de la collectivité, comme ça a été évoqué par Judith tout à l'heure, dans une logique où on est là pour soutenir le développement et l'émancipation de l'existant et pas forcément pour initier en tant que collectivité. Et j'ai trouvé je trouve que c'est intéressant de donner cette possibilité que la collectivité n'ait plus ce rôle régalien, entre guillemets, et qu'elle soit un parmi d'autres. Ça existe ailleurs et ça fonctionne très bien. Il y a là une zone de frottement hein, entre les rôles de chacun. Bon. Judith, à ce sujet. Oui, très rapidement, c'est sur cette question des élus. Juste dire qu'en fait, les élus aux différentes échelles ont quand même été bouleversés dans leur pratique de l'exercice du pouvoir par cette crise écologique, si je puis dire ça comme ça, qui bien sûr était connue et documentée sur un plan scientifique, mais finalement très peu intégrée dans les pratiques. Et moi, je me rappelle avoir accompagné, et je ne parle pas d'un temps hyper ancien, mais je parle d'il y a 7-8 ans, des élus pour des plans climat, air, énergie territoriaux, où il y avait un élu tout seul qui devait convaincre le monde entier incrédule, les autres élus, que c'était pas un non-sujet, c'était pas un sujet périphérique. Et là, on leur demande d'en faire l'alpha et l'oméga, enfin, on leur demande, il serait bon qu'ils en fassent l'alpha et l'oméga des politiques publiques. Je pense qu'il y a vraiment je veux dire, la considération, elle est apportée aux citoyens, elle est apportée aux acteurs, mais elle est aussi apportée aux élus, qui sont des citoyens comme vous et nous, qui sont pas forcément très formés sur ces questions-là, très informés, et qui ne savent pas très bien comment faire. Et je pense qu'une des clés aussi, ça va être que les élus se créent des espaces de discussion entre eux, là aussi, de mettre à plat finalement leurs projets, ce sur quoi ils ont été élus il n'y a pas si longtemps pour certains, en se disant finalement qu'est-ce qu'on peut encore faire, pas faire, et comment là-dedans on le fait avec la population, parce que quels que soient les résultats de lundi prochain, on va avoir une population qui se sent fracturée, opposée les uns aux autres. Voilà. Et donc, à un moment donné, il va falloir aussi recréer du lien dans la population. Et pour ça, les élus ont besoin de se trouver, et c'est très rare chez les élus, d'arriver à se dégager des espaces-temps pour penser, pour réfléchir, pour s'informer sur ces sujets-là,
mutuellement, et puis finalement pour dégager des priorités. Donc je dirais que là, il y a quand même un... Je voudrais pas qu'on en fasse ni ceux qui bossent mal, parce que c'est pas le cas, ni finalement penser que par magie, cette génération spontanée d'une nouvelle vision politique et d'un resserrement du projet va se faire. Clément, 30 secondes. Alexandre, 30 secondes. En 30 secondes, à l'heure où la démocratie défaille, il faut plus de démocratie, plus de dialogue, plus de coopération, jamais rien lâcher. Je suis persuadé que même si effectivement on fait face à un gouffre, à un abîme, vu la crise de la biodiversité, le réchauffement climatique et le contexte dans lequel on est, la relation à l'autre nous oblige à toujours plus développer voilà, l'échange démocratique et la coopération entre les organisations. Je m'en tiens là pour faire les 30 secondes. Merci Clément pour ce mot extrêmement rassérénant. Alexandre, Oui, peut-être là-dessus, je pense qu'il faut être aussi très très clair sur certaines valeurs, certains éléments sur lesquels on ne lâche pas. Et par ailleurs, ne pas forcément faire non plus, si on veut avancer, si on veut travailler, d'un arrimage idéologique le point de départ. On voit bien qu'on ne sera pas forcément d'accord là-dessus. Et donc, il faut trouver aussi des moyens. C'est pour ça que je parlais de l'enquête, qui est une enquête qui transforme, c'est-à-dire qu'on ne demande pas forcément, je pense que c'est ça aussi dans les conventions citoyennes qui est intéressant, l'avis des personnes, mais il y a ce processus de transformation et c'est en aval qu'on va les consulter parce que l'avis des gens n'est pas jamais intéressant. Mon avis n'est pas intéressant, l'avis de qui que ce soit n'est pas très intéressant. Par contre, une fois qu'on a fait le travail et qu'on a déplacé sa position, là, on peut aboutir à quelque chose. Donc, c'est aussi tout ce travail où on ne saisit pas les choses en amont. En amont, on va avoir le pire en fait de chacun, mais on saisit finalement la décision, l'avis, etc., en aval une fois que le travail a été fait. Ça, je pense que ce processus transformant, il est absolument essentiel, y compris politiquement. merci, merci Alexandre. François, tu pourras poursuivre ce dialogue avec nos intervenants. Euh, il est 11h31, on va respecter la règle. D'abord, merci à Décider Ensemble pour son invitation. On a essayé de faire un débat. Voilà, on pourra transmettre, j'imagine, le résumé, peut-être pas le résumé, mais enfin quelques points saillants, quelques recommandations. Merci à vous toutes, participantes et participants. Merci à nos 4 intervenants de qualité autour d'une question fortement d'actualité quand même, qui nous invite finalement à repenser, à imaginer, à réimaginer peut-être notre rapport tout simplement avec l'altérité dans des périodes troublées. On en revient à cela, à l'essentiel, sortir de chez soi et peut-être juste tendre la main, en tout cas associer les uns les autres. La parole est à Décider Ensemble, n'est-ce pas, pour la conclusion. Oui, Merci à toi. Mer- merci beaucoup Christophe. Je ne vais pas répéter non plus tout ce que tu as dit. Merci encore aux intervenants, Alexandre, Judith, Clément, Sébastien, Alice qui a animé. Je pense aussi aux participants, Monsieur François Debreuil qui a été très actif. J'enlève mes... On vous attend si tout le monde m'entend bien encore. Très nombreux pour la prochaine session qui va commencer à 14h30. Il y a encore des places, donc allez sur le WizEven pour vous inscrire si vous le souhaitez. Je rappelle également qu'on a de nombreux événements à décider ensemble qui se poursuivent tout au long de l'année, notamment des webinaires, des publications qui vont arriver, les récompenses annuelles ex-trophées de la participation qui sont devenus les prix de la participation avec des candidatures qui sont ouvertes jusqu'au 31 juillet. N'hésitez pas donc à postuler pour faire connaître et récompenser vos démarches de participation. Et je laisse le mot de la fin à Madame Frédérique Vigère. Et on aura tous le plaisir de se retrouver du 17 au 19 mars chez Clément à Strasbourg. Merci de le Rendez-vous est noter. pris. Le rendez-vous Merci. va communiquer. Merci à tous, hein. Merci pour votre participation. C'était très riche. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Salut Frédéric. Merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir. Et à bientôt à Strasbourg.